Souvent, les vagues de chaleur, les canicules, on se les représente comme ça. Une carte de France envahie par le rouge et l'orange. Une carte qui nous est toujours plus familière d'été en été, et pourtant, ce n'est pas facile de s'y habituer. De se dire qu'il va falloir vivre avec ces chaleurs de plus en plus fortes, alors que notre société n'y est globalement pas préparée. Souvenez-vous, en 2014, Evelyne Delia présentait un bulletin météo fictif qui anticipait les températures du 18 août 2050. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050. Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination, puisqu'il a été formulé avec beaucoup de sérieux par Météo France. Depuis, à chaque canicule, ces images sont repartagées sur les réseaux sociaux puisque ces températures alarmantes ont déjà été dépassées plusieurs fois avec plus de 20 ans d'avance. Cette carte ne représente plus notre futur, mais déjà notre présent, de plus en plus invivable. Canicule. 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 Vague de chaleur étouffante. 41 degrés. Quasiment tout le pays au-delà des 35 degrés. Alors que signifie vraiment cette nouvelle réalité? Que fait la chaleur à nos corps? Comment déstabilise-t-elle nos sociétés? Et en quoi peut-on encore réduire le risque de canicule et mieux s'y préparer? C'est le sujet de ce premier épisode de Cubic avec l'émission Écologie Robles. En France, à cause du réchauffement climatique, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses, fréquentes, précoces et longues. Avant 1989, on observait en moyenne une vague de chaleur tous les 5 ans, alors que depuis 2000, elles se produisent chaque année. Et elles augmentent. Il y aura 2 fois plus de vagues de chaleur d'ici 30 ans. Nous payons aujourd'hui les conséquences de l'inaction climatique. Ce qui était autrefois exceptionnel devient désormais la norme. La vague de chaleur que la France a connue du 19 juin au 4 juillet 2025 est par exemple la plus sévère jamais enregistrée avant une mi-juillet. C'était la 50e vague de chaleur depuis 1947. La 3e la plus précoce et la plus intense après 2022 et 2019, la 3e la plus longue, 16 jours, et la 5e la plus sévère. Au pic de cette vague, 88% des Français de métropole vivaient en alerte canicule alors que ce n'était que le début de l'été. Selon une récente étude, le changement climatique a rendu cette vague de chaleur dans l'ouest de l'Europe jusqu'à 4 degrés plus chaude dans de nombreuses villes et a triplé le nombre de morts. Bon ben, il fait chaud, c'est l'été. C'est l'été, ils auront... Alors on est à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières, Yannick. Ouais, cette année, on verra l'année prochaine, mais je sais pas moi, il faut arrêter. Est-ce qu'on peut pas se dire simplement, bah oui, c'est pas agréable, on fait un effort, ce qu'on faisait jadis, on prend sur soi, lorsqu'on est fragile, on reste chez soi, on se met à l'ombre. En fait, toutes les choses de bon sens qui existaient, et on peut comparer avec 1976, la société ne réagissait pas de la même manière. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière? Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. Pour celles et ceux qui pensent encore qu'il a toujours fait chaud l'été, que tout ceci n'a rien à voir avec le dérèglement climatique, regardez bien ce graphique. Il démontre clairement que la tendance à long terme du réchauffement climatique se traduit par une amplification des chaleurs extrêmes. Tout ceci ne veut pas dire que nous n'aurons pas quelques jours plus frais en été. Il y en aura simplement de moins en moins et de plus en plus de vagues de chaleur et de canicules. Pour vous donner une idée, on compte 33 vagues de chaleur depuis l'année 2000 et 17 entre 1947 et 2000. Si les politiques climatiques continuent sur cette trajectoire, les enfants nés en 2020 subiront dans leur vie 7 fois plus de vagues de chaleur qu'une personne née en 1960. Mais il est possible de réduire ce risque, nous allons y venir. Avant d'aller plus loin, un petit point pour comprendre la différence entre canicule et vague de chaleur. Selon Météo France, une vague de chaleur désigne un épisode de température nettement plus élevé que les normales pendant plusieurs jours. Les vagues de chaleur sont définies à l'échelle nationale, alors que les canicules le sont à l'échelle départementale. En France, pour qu'une vague de chaleur soit actée, la température moyenne mesurée à l'échelle du pays doit être supérieure ou égale pendant un jour à 25,3 degrés et doit être supérieure ou égale à 23,4 degrés pendant au moins 3 jours. Une canicule désigne un épisode de température élevée, de jour comme de nuit, sur une période prolongée, au moins 3 jours, qui est susceptible de constituer un risque sanitaire, notamment pour les personnes fragiles ou surexposées.
Et nous le vivons désormais dans notre chair. Les températures sont de plus en plus hautes. Depuis 2020, par exemple, les 40 degrés ont été franchis 25 fois par an en France. Dans le passé, le cap des 40 degrés était franchi 1 ou 2 fois tous les 10 ans. La température la plus élevée jamais relevée en France est de 46 degrés à Vérargues le 28 juin 2019. Toute personne qui regarde cette vidéo a sûrement déjà souffert de la chaleur. La fatigue, la difficulté à se concentrer, l'impossibilité de dormir ou pire. Alors, que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'il fait trop chaud ? Quand la température corporelle dépasse les 37 degrés, notre corps met en action des mécanismes de régulation thermique. On augmente notre rythme cardiaque et on accélère notre respiration pour activer la circulation sanguine et favoriser l'évacuation de la chaleur, notamment à travers la transpiration. Mais au-delà d'un certain niveau de chaleur, le corps n'arrive plus à maintenir sa température centrale autour de 36,8 degrés pour garantir le bon fonctionnement des cellules et des organes vitaux. Il n'a plus assez d'énergie pour le faire. Les premiers symptômes peuvent être la fatigue, des maux de tête, de la fièvre, qui peuvent être le signe d'une insolation ou d'une déshydratation. En période de canicule, on a aussi de plus en plus de mal à se reposer. Quand la température nocturne ne redescend pas sous la barre des 20 degrés et que l'on vit des nuits tropicales, le corps est soumis à rude épreuve. Ces insomnies provoquent des fatigues inhabituelles, qui ont un impact sur notre santé mentale, augmentent les risques d'AVC et les risques de façon générale. Tous les effets que je viens d'énumérer touchent aussi des personnes en bonne santé. Le risque le plus grave étant le coup de chaleur qui peut entraîner la mort. Il arrive quand l'organisme surchauffe et dépasse les 40 degrés. Les températures extrêmes aggravent les maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, respiratoires et cérébrovasculaires, les troubles mentaux, mais aussi les affections liées au diabète. Certaines catégories de la population sont particulièrement vulnérables à la chaleur. Les personnes âgées et handicapées, les femmes enceintes, les bébés et les enfants, mais aussi les personnes malades. La chaleur peut aussi provoquer des arrêts cardiaques. Et surtout, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la chaleur tue. En tout, l'Organisation météorologique mondiale estime que la chaleur tue environ 1 demi-million de personnes par an, mais précise que le véritable bilan pourrait être 30 fois plus élevé. Le stress thermique est la principale cause de mortalité liée au climat dans la région européenne, avec 175 000 décès par an en moyenne si l'on prend en compte les morts indirectes. Sur les 20 dernières années, il y a eu une augmentation de 30% de la mortalité liée à la chaleur en Europe. En France, on compte plus de 40 000 décès liés à la chaleur entre 2014 et 2024. Les climatologues ne cessent de répéter que chaque fraction de degré compte, que dans un monde qui est déjà à plus 1,3 degré de réchauffement, chaque 0,1 degré supplémentaire, ce sont des souffrances et des morts supplémentaires. La meilleure illustration de cela, c'est une étude parue en 2023 dans la prestigieuse revue Nature. Elle démontre que pour chaque réchauffement de 0,1 degré au-dessus des niveaux actuels, 140 millions de personnes supplémentaires seront exposées à une chaleur dangereuse et potentiellement mortelle, c'est-à-dire égale ou supérieure à 29 degrés en moyenne annuelle. 140 millions de personnes en danger, c'est ce que représente en partie une fraction de degré supplémentaire. L'étude souligne aussi que d'ici à la fin du siècle, si le réchauffement mondial augmente de plus 2,7 degrés, c'est à peu près la trajectoire fixée par les objectifs climatiques des États, alors 2,1 milliards de personnes seront confrontées à des températures extrêmes, sur une population mondiale estimée à 9,5 milliards en 2100. C'est la raison pour laquelle, partout dans le monde, des scientifiques, activistes se battent pour pousser les gouvernements et les multinationales à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, à mener des politiques ambitieuses, pour protéger des vies humaines, tout simplement. L'inaction climatique tue. Ce n'est pas une formule, mais la tragique réalité. Nous ne sommes pas toutes et tous égaux face à la chaleur. Les canicules exacerbent les inégalités sociales et spatiales. Le sociologue américain Eric Klinenberg le résume en ces mots. Les canicules sont des tueuses silencieuses et invisibles de personnes silencieuses et invisibles. Elles révèlent la précarité des vies dont nous ne voulons généralement rien savoir. Notamment parce qu'elles touchent d'abord les membres les plus vulnérables de toutes les sociétés, les personnes âgées, les personnes socialement isolées, fragiles.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes les plus exposées aux chaleurs extrêmes sont les travailleurs et travailleuses qui effectuent des métiers manuels et en extérieur, les personnes qui vivent dans de mauvaises conditions, des logements mal isolés, insalubres et qui n'ont pas accès à des possibilités de se rafraîchir, mais aussi les personnes pauvres, sans domicile fixe ou déplacées, exilées. Si la chaleur empêche parfois de travailler, tant il est difficile de se concentrer, elle provoque aussi des accidents du travail. Selon les données de Santé publique France, entre 2018 et 2024, au moins 55 personnes sont mortes dans des accidents du travail liés aux fortes chaleurs en France. Ouvriers du BTP, vendangeurs, intérimaires. L'immense majorité sont des hommes et le nombre de décès est sûrement sous-estimé. Cette année, par exemple, le 30 juin, un ouvrier âgé de 35 ans est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire juste après avoir quitté le chantier sur lequel il travaillait à Besançon. Selon les sapeurs-pompiers, il se plaignait de la chaleur depuis le matin. Pourtant, le parquet de Besançon a indiqué que l'autopsie n'avait pas permis de déterminer les causes de la mort. Théoriquement, les fortes chaleurs ont été reconnues comme motif de chômage technique pour les ouvriers du BTP en cas de vigilance orange ou rouge. Mais cette disposition n'est pas toujours respectée. Faute d'effectifs aussi à l'Inspection générale du travail. Chaque année, plus de 4000 accidents du travail sont attribués à des jours de grande chaleur en Italie. Les ouvriers en extérieur sont les premiers à subir la menace d'étés plus longs et plus chauds. La chaleur déstabilise nos sociétés. La vague de chaleur qu'a connue la France fin juin l'a démontré. Au pic de la chaleur, près de 1300 écoles publiques sur 45 000 ont dû fermer. Ce qui nous a rappelé collectivement que de nombreux établissements scolaires sont des bouilloires thermiques. Et c'est impossible d'étudier quand il fait 40 degrés. La température dans certaines salles de classe était déjà très élevée. Nous sommes là, on est à 32 degrés le matin à 9h15. Donc vous imaginez bien qu'en plein après-midi, le thermomètre monte largement au-dessus des 35 degrés. Au pic de la vague de chaleur, dans certaines cours d'école, comme ici, dans le Gard, la chaleur était telle que l'on pouvait faire cuire un œuf à même le sol. Lors de la canicule de 2019, les épreuves du brevet avaient dû être reportées. Vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous vivez en ville que lorsque vous regardez la météo sur certaines applications au moment de vagues de chaleur, vous voyez une sorte de voile rouge qui recouvre toute la ville. C'est souvent le cas en Île-de-France. Ça, c'est la qualité de l'air que les vagues de chaleur détériorent. La pollution à l'ozone, qui est un gaz à effet de serre. Pendant les journées chaudes et ensoleillées, quand les conditions de dispersion ne sont pas favorables, donc quand il y a peu de vent, l'élévation des températures favorise la production d'ozone troposphérique. Cet ozone se forme à partir de réactions chimiques complexes, notamment entre les oxydes d'azote, émis principalement par le transport routier, et les composés organiques volatiles produits par les industries. La pollution à l'ozone provoque des irritations des yeux, du nez et de la gorge, des crises d'asthme plus fréquentes, mais aussi des troubles respiratoires avec une toux ou encore des nausées. Selon Santé publique France, l'exposition à l'ozone serait responsable de près de 500 décès par an en France. Avec le réchauffement climatique, les épisodes de pollution à l'ozone sont de plus en plus précoces et répandus sur le territoire. La chaleur peut également perturber et compromettre le fonctionnement des établissements de santé, les hôpitaux ou encore les EHPAD qui ne sont pas conçus pour affronter des températures extrêmes. Des soignants racontent que dans de nombreux services, rien n'est prévu pour s'adapter à la chaleur. Pas de climatisation, de volets ou de ventilateur. Il peut faire jusqu'à 32 degrés dans certaines chambres. Dans les EHPAD, seuls 13% des établissements disposent d'un dispositif de rafraîchissement thermique adapté, selon une enquête menée en 2023. Dans un communiqué publié début juillet 2025, le syndicat national des personnels infirmiers, SNPI, alerte sur les vies qui sont mises en danger faute d'adaptation. Les plans canicules sont insuffisants, la mobilisation est souvent trop tardive, les moyens sont dérisoires et les solutions bricolées. On fait prendre des douches froides aux patients, on pose des linges humides, on met des blocs de glace devant des ventilateurs. Ce sont des expédients, pas une réponse adaptée, témoignent les soignants. Thierry Amourou, le porte-parole du SNPI, ajoute « L'État demande de protéger les plus vulnérables, mais sans débloquer les crédits nécessaires pour équiper les services, recruter du personnel ou financer des travaux urgents. » Dans les faits, les soignants restent seuls à improviser des solutions dans des conditions de plus en plus intenables. La chaleur a évidemment aussi des effets sur les écosystèmes, en provoquant des sécheresses, des feux, un manque d'eau. Selon Météo France, avec une politique climatique ambitieuse qui permettrait de stabiliser le réchauffement climatique avant la fin du siècle, le nombre de jours de vagues de chaleur ne devrait augmenter que faiblement au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle. Il est donc plus que jamais urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter la durée et l'intensité des vagues de chaleur.
mais aussi de mettre en place des mesures d'adaptation puisque le futur est déjà là. Or, selon la majorité des experts, le plan national d'adaptation au changement climatique est insuffisant. Pour la géographe Magali Regueza, interviewée dans Le Monde, nous ne sommes pas prêts face à la canicule. L'écart entre ce qu'il faudrait faire et la vitesse à laquelle progresse le changement climatique se creuse d'année en année. Pourtant, toutes les solutions sont là, et ce, depuis des années. L'une des premières urgences est la rénovation thermique des bâtiments, pour mieux isoler les logements et lutter contre les bouillards thermiques. Nous, forcément, on n'aura pas les moyens d'acheter une clim, comparé à d'autres classes. Il y en a qui achètent des petites clims à Carrefour. C'est l'aisance à petit prix, on va dire. Mais même ça, ça marche pas tout le temps et c'est pas forcément efficace, quoi. Les plus précaires subissent le plus durement ces vagues de chaleur. En tout, plus de 4 millions de logements sont aujourd'hui considérés comme des passoires ou des bouilloires thermiques dans lesquels suffoquent en ce moment 9 millions de Français. Mais aussi rénover massivement les hôpitaux, les écoles, pour les rendre plus résistants à la chaleur. Dans les villes, de nombreuses mesures ont fait leurs preuves pour lutter contre les îlots de chaleur. On peut citer le fait de repeindre les surfaces en blanc, les toits des immeubles, les rues, car le blanc permet de renvoyer une partie des rayonnements du soleil et donc de la chaleur. Cette peinture permet de diminuer la température de 1 à 7 degrés dans les bâtiments au moment des fortes chaleurs. Dans des villes comme Singapour ou San Francisco, cette technique a permis de réduire la température ressentie en ville jusqu'à 2 degrés à certains endroits. L'Agence de la transition écologique encourage aussi la renaturation, qui vise à mettre de la nature dans les villes et à désimperméabiliser les sols. Supprimer une partie du bitume qui retient la chaleur pour le remplacer par un sol végétalisé. Certains chercheurs proposent notamment de désasphalter les parkings de supermarchés en remplaçant le bitume par des pavés où l'eau peut s'infiltrer et rafraîchir l'air en s'évaporant. Planter des arbres est une des solutions qui a le plus d'impact, puisque les arbres sont des climatiseurs naturels et apportent aussi de l'ombre. Selon une étude publiée dans la revue scientifique de Lancet en 2023, planter plus d'arbres en ville pourrait réduire d'un tiers les décès liés aux canicules si la couverture végétale d'une ville pouvait atteindre 30% de sa surface. Cela permettrait aussi de réduire la température globale d'une ville de 0,4 degrés pendant les canicules. Vous avez peut-être déjà vu passer ces visuels qui montrent qu'il peut y avoir des différences de presque 20 degrés entre une rue sans arbres et une rue végétalisée. Magali Regueza l'explique. La grande question est de passer d'une logique de rafraîchissement, les ventilateurs et brumisateurs, à une logique de refroidissement. L'idée n'est pas que chacun s'équipe avec un climatiseur, ce qui revient à de la maladaptation étant donné que ces équipements consomment de l'eau et de l'énergie, des ressources de plus en plus rares et chères dans un climat qui se réchauffe. Un climatiseur, ça vient récupérer la chaleur d'une pièce et l'évacuer vers l'extérieur. Et en conséquence, ça réchauffe les rues. Donc il fait plus chaud, on allume plus souvent sa clim, ça réchauffe encore plus l'atmosphère. La climatisation a un impact sur l'environnement pour deux autres raisons. Déjà, pour produire l'électricité qu'utilisent ces clims, on a besoin d'énergie, bien souvent fossile, charbon, gaz, pétrole. Ensuite, pour rafraîchir l'air ambiant, les climatiseurs utilisent des fluides frigorigènes qu'on appelle les HFC. Ils participent directement à l'émission de gaz à effet de serre. À titre de comparaison, ils ont un pouvoir réchauffant 1000 à 3000 fois supérieur au CO2. Même si la climatisation reste une solution privilégiée dans les lieux qui accueillent les publics les plus vulnérables, elle ne peut pas devenir une réponse systématique aux vagues de chaleur. Les experts en adaptation conseillent aussi d'envisager des lieux refuges de la chaleur dans les mairies ou d'autres espaces de la ville, mais aussi de repenser l'entraide, la solidarité. À Milan, par exemple, chaque été, la mairie lance un grand plan de soutien pour les personnes fragiles et âgées qui restent seules en ville. Il propose de livrer des repas à domicile, d'aider pour le nettoyage, d'appeler régulièrement ces personnes pour prendre de leurs nouvelles et rompre l'isolement, mais aussi des sorties dans des musées qui sont climatisés, par exemple. L'autre question qui se pose est celle de l'aménagement du temps de travail, des conditions de travail et aussi du rythme scolaire. Un décret pour mieux protéger les travailleurs en cas de forte chaleur est entré en vigueur le 1er juillet. Il demande aux employeurs de prévoir des mesures pour adapter les horaires de travail, suspendre les tâches pénibles aux heures les plus chaudes, mieux ajuster les périodes de repos. Les entreprises doivent aussi aménager les postes de travail pour mieux supporter la chaleur et garantir un accès à l'eau avec un minimum de 3 litres par jour et par personne en l'absence d'eau courante. Mais pour beaucoup, ce n'est pas suffisant. Ces vagues de chaleur doivent mener à une réflexion collective sur l'évolution du droit du travail, la façon dont on conçoit la productivité,
la place du travail dans nos sociétés. Il y a vraiment un enjeu sur l'intensité du travail, la charge de travail, et on le voit quand on dit bon, il faut éviter certaines tâches pénibles au moment les plus chauds, mais en fait, il faut aller voir vraiment les conditions de travail et les tâches au quotidien, peut-être aussi en se disant que certaines ne sont pas si nécessaires, pas si urgentes. En fait, est-ce que c'est si grave si aujourd'hui, 30 juin, vous avez été un peu moins productif que le 14 mars? De nombreuses questions se posent. Le réchauffement climatique va-t-il changer la perception que l'on a d'un métier pénible? Faut-il interdire le travail en extérieur au-delà de certaines températures? Moins travailler en période de forte chaleur? Les mêmes interrogations reviennent sur la façon de voir l'éducation scolaire. Ne serait-il pas temps d'adapter les rythmes scolaires aux chaleurs, de changer le calendrier de vacances si le nombre de jours où les enfants pourront aller à l'école va aussi se réduire à l'avenir? Avec les politiques climatiques actuelles, le nombre de jours de vagues de chaleur devrait être multiplié par 5 en 2050 dans une France à plus 2,7 degrés et par 10 en 2100 dans une France à plus 4 degrés. Elles seront plus longues, plus intenses. En 2100, ces vagues de chaleur pourraient durer de mai à octobre et des températures de 40 degrés ou même 50 degrés deviendraient chose courante. Ce rapport de Météo France qui va dans le sens de ce que vous nous dites ce soir sur la température en France. 40 degrés, ce sera la normale en 2100. Les records de 50 degrés seront probables dès 2050. C'est pas 50 degrés, ça paraît... c'est énorme. La biodiversité, à mon avis, ne résistera pas. Il est donc plus que jamais urgent de repenser nos sociétés pour nous adapter aux effets du réchauffement climatique, mais aussi de tout faire pour limiter son impact dans les années qui viennent. Sortir des énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre pour stabiliser au maximum le réchauffement climatique. Puisque personne n'a envie de vivre des étés à 50 degrés, et cela devrait au moins faire l'unanimité. C'est la fin de cette émission, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format que l'on lance avec Cubic et qui va continuer avec toujours du motion design qui viendra appuyer, quand c'est pertinent et possible, les productions de Blast et notamment du pôle écologie. Le prochain épisode sera sûrement sur les feux. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est essentiel. Blast est un média indépendant et produire ce type de format nécessite du temps et de l'argent. Alors, si vous le pouvez, soutenez-nous sur blast-info.fr pour que l'on puisse continuer à vous proposer de nouveaux formats et de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et des autres durant les vagues de chaleur à venir et à très vite sur Blast.